il y avait un répétiteur qui n'était pas du tout au courant de l'expérience, qui venait d'une façon très naïve, et il y avait un comédien qui jouait celui qui recevait les décharges électriques, évidemment. Il y avait 40 psychiatres présents. 40 psychiatres. Les 40 psychiatres ont dit, avant l'expérience, moins de 5% des gens iront jusqu'à 300 volts. Tous allèrent jusqu'à 375 volts. À 300 volts, la personne quand même hurle « Je refuse de continuer, laissez-moi partir, vous ne pouvez me retenir ici ». Comment ça se fait que vous, moi, à un moment ou à un autre, on peut appuyer sur le bouton? Il faut peut-être expliquer l'environnement de l'expérience. L'environnement de l'expérience, c'est que ça se passe dans une université prestigieuse, qui est Yale. Que les techniciens de laboratoire sont en blouse blanche, un peu comme les médecins, à distance, avec une certaine distance avec les personnes. Que tout est là, en termes d'environnement, pour vous dire que tout ça est sérieux. C'est cautionné. C'est cautionné. Il y a une caution. Donc je peux aller dans l'expérience. Si on me dit d'appuyer sur le bouton, je peux appuyer sur le bouton. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un tiers ont été jusqu'à 375 volts. Les 2 tiers ont été plus loin. Jusqu'à des chocs qui pourraient être létaux. Une expérience scientifique. On pourrait se dire, ça c'est l'ancien temps. Milgram c'est vieux. Cette expérience a été retentée il y a 5 ou 7 ans, dans un spectacle télévisé qui s'appelle Le jeu de la mort. On a exactement la même expérience, exactement. Personne n'avait pas, évidemment, vu l'expérience de Milgram. La seule chose qu'on fait, c'est plutôt que d'avoir une université et un technicien de laboratoire, on met l'œil de la caméra. Les résultats ont été meilleurs en termes de punition et de manque de limites. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je me soumets à l'autorité de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, mon geste ne m'appartient plus? C'est comme si j'étais conduit par un autre. C'est comme si j'étais dans une démarche automatique au service de quelque chose qui me dépasse. D'autres vont travailler comme H sur la conformité sociale. Ils vont faire intervenir 7-8 personnes dans une salle, toutes comédiennes. Et ils vont faire rentrer quelqu'un qui n'est pas comédien. On va poser une question très simple, évidente. Tout le monde va répondre juste. On ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. Et donc, pendant un certain temps, tous les comédiens répondent juste. Donc la personne qui est invitée là est contente, elle répond juste aussi. Ça lui paraît idiot comme exercice. Sauf qu'au bout de la 7e, 8e, 10e question, ces personnes commencent à répondre massivement faux à la question. Alors que la réponse est évidente. Dans 2 tiers des situations, la personne répond faux. Comme tout le monde. Qu'est-ce que le groupe a comme incidence? Qu'est-ce que le regard du groupe a comme incidence sur mon acte à moi? Là, ça devient très intéressant. Alors, pourquoi ça se passe de cette façon-là? Adam Keyes, qui est psychanalyste, a théorisé quelque chose là-dessus. Il a dit finalement, quand on est enfant, on est dans un rapport énorme à sa mère, dans un rapport très sécure, très enveloppant. Et progressivement, il y a quelque chose qui va nous défaire de ce rapport. L'arrivée du père ou du monde va faire qu'il va y avoir une distance par rapport à la mère, de plus en plus grande, avec une autonomie qui croît pour la personne. Adam Keyes explique qu'en grandissant, tout ce lien énorme à la mère, ce lien inconditionnel, qui nous met à distance de la détresse originaire, on va le transférer à un groupe. C'est-à-dire que, pour que je me sente encore rassuré, pas dans l'angoisse, vous comptez pour moi, et de cette façon-là, je vais pouvoir faire sans ma mère. Le regard du groupe, l'importance du groupe, ce que vous allez pouvoir m'accorder comme retour, comme chaleur, comme protection, va pallier à l'absence du lien avec la mère. C'est sa façon d'expliquer l'importance qu'a le groupe pour nous. Comme je l'ai cité tout à l'heure, Hannah Arendt travaille énormément
sur ces questions-là, travaille sur le mal ordinaire, en expliquant effectivement que ces personnes ne sont pas extraordinaires et qu'on pourrait trouver ce mal en chacun d'entre nous. Elle travaille sur une autre notion extrêmement intéressante, qui est celle de marionnette et d'acteur. Gérard Salem, le psychanalyste, un peu plus tard, développera en expliquant marionnette, acteur et auteur. Il dit finalement dans nos vies, on est quelquefois une marionnette articulée par d'autres, on est acteur du scénario d'un autre. Adolf Eichmann, il est acteur du scénario du nazisme, de Führer. Et quelquefois, on peut accéder à être auteur et acteur de notre scénario. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre une feuille blanche et de commencer à écrire l'histoire qui va se dérouler pour moi à partir de maintenant. Sans exagération, on a tous des cadres et des contraintes. Quand on entreprend, on a encore les contraintes du banquier, de tout le système qui nous entoure, des conditions climatiques, de l'environnement. On a toujours une contrainte. Mais dans cette contrainte, par exemple dans cette salle, on a des contraintes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette salle? Là, on peut quand même avoir une capacité d'auteur. Dans cette salle, on pourrait faire beaucoup de choses. On pourrait se conformer à la norme qui est attendue. Mais on peut décider de proposer quelque chose de neuf. Quelque chose qui émerge profondément de nous. Marionnette, acteur et auteur. On s'interroge sur cette question et on pourrait s'interroger sur la même question quand on est manager et responsable, par exemple. On pourrait se dire, est-ce que je suis marionnette, acteur ou auteur de l'histoire? Mais on peut aussi s'interroger sur, est-ce que je mets l'autre dans une position de marionnette, d'acteur ou d'auteur? Comment je le délivre d'une forme de contrainte ou de commandement fort que je pourrais avoir sur lui. On va aller regarder ce qu'est l'autorité. Simplement pour poser les bases de ce qu'est l'autorité, on peut regarder ce mot qui est auctoritas. Les descendants des fondateurs de la ville de Rome, les majores, étaient augmentés du pouvoir de voter les lois. Ils avaient ce qu'on appelle l'auctoritas, l'autorité. Donc le premier sens d'autorité, c'est augmenter. Augere, augmenter. Augmenter l'autre. Si je fais autorité pour un autre, je l'augmente. Évidemment, il m'augmente en retour, parce que je me trouve grandi par ce que je suis en train de produire. J'augmente l'autre qui m'augmente en retour, mais souvent, nous nous voyons comme des guerriers, alors que nous sommes que des colosses aux pieds d'argile. Souvent, quand on est dans un acte par rapport à la vie, quand on est en train de poser un certain nombre d'actes, on essaye d'y aller avec toute notre puissance. Moi, je sais que pendant des années, jusqu'à peut-être 30 ans et plus encore, j'avais l'impression que même s'il y avait une montagne, il fallait la traverser. C'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui fasse opposition à cette puissance que je sentais en moi. Jusqu'au moment où je suis tombé malade, où j'ai eu une embolie pulmonaire. Et là, faire 100 mètres me faisait énormément transpirer. Là, j'ai touché à quelque chose de l'ordre de ma vulnérabilité. Et en touchant à cette vulnérabilité, j'ai découvert l'endroit d'où j'étais puissant. C'est à partir de cet endroit-là que j'ai commencé à toucher à qui j'étais profondément, à toute la puissance que j'avais, mais aussi à toute la fragilité que j'avais. Et j'ai commencé à agir à partir de cet endroit. On peut devenir puissant de son impuissance. On peut devenir puissant à partir de son impuissance. C'est-à-dire avec toutes les circonvolutions du réel, toutes les porosités, pas un discours et un seul, massif, mais tout ce qui nous fait vulnérables et fragiles, comme des êtres humains. J'ai rencontré il y a quelques années un médecin qui devait opérer ma mère. Et il était vraiment avec son discours de médecin, un cardiologue. Il y avait plusieurs façons d'envisager l'opération. L'une de ces façons, c'était de prendre 5% de risque de décès. Et là, il y a deux attitudes possibles. Soit la personne, en bonne technicienne de la médecine, décide
tranche, l'autre n'a peut-être même pas besoin de savoir, je sais ce que je fais, j'avance avec tout mon savoir, et je fais ce que j'ai à faire, et est en train de partir sur cette voie-là. Et l'autre façon de faire, c'est pour commencer de dire au patient, vous avez 5% de risque de décès. Le patient accepte ou n'accepte pas. Et même si le patient accepte, le médecin a un devoir moral de se dire à lui-même, est-ce que j'accepte de commencer à agir ? Il y a quand même le serment d'Hippocrate, primum non nocere, avant tout ne pas nuire. Alors avant tout ne pas nuire, ça veut dire quoi ? Je ne fais rien. Évidemment, quand je fais une opération du cœur, il y a un danger. Donc il y a un danger avec 5% de décès, mais sinon la personne va réussir à vivre des années. Ou si on ne fait rien, il peut y avoir l'arrivée d'un accident très rapidement. Et le médecin, le chirurgien, le cardiologue doit faire avec ça. Il peut faire en omettant l'histoire, en la mettant de côté et en agissant en bon technicien, ou il peut prendre conscience de l'importance de ce risque, d'en être profondément conscient et à partir de ce risque, de se dire comment je peux être puissant à partir de là, comment je peux vraiment tout mettre en place pour réussir cette opération, en étant extrêmement conscient de tout le reste. Être puissant de l'endroit de son impuissance, dans une énorme conscience de ce que l'on est en train de faire, et en accord avec son éthique.